Premier volet de notre rétro consacré aux épreuves longue distance. Direction les Alpes, direction chez vous, direction l'Alpe d'Huez pour justement nous faire revivre des moments assez intenses. Nous sommes au cœur de l'été, deux rendez-vous majeurs dans la saison, l'Alpe d'Huez et Embrun qui s'adressent aux costauds du longue distance. Ouais, deux rendez-vous français qui attirent les athlètes internationaux, donc deux rendez-vous importants. C'est vrai qu'ils sont situés dans l'année à une période un peu charnière puisqu'on est à la sortie des Ironman où on a l'habitude de voir des athlètes aller très très vite sur des parcours très très roulants. Et puis avant la fin de saison où beaucoup d'athlètes préparent soit les championnats du monde, soit Hawaï, et là ça leur permet justement de venir refaire un peu leur gamme, de venir faire un peu du fond. Et puis surtout pour certains athlètes spécialisés de courses vallonnées, de pouvoir se montrer et de pouvoir offrir vraiment de très très belles épreuves. Très très beau plateau cette année à l'Alpe d'Huez. Encore une fois, serait-on tenté de dire, toute l'équipe de Brett Sutton, en l'occurrence sous nos yeux, les David Delot, les Daniel Alworth, on va les citer les uns derrière les autres, présents en nombre pour venir affronter ce parcours. Et un athlète très en forme cette année qui s'est spécialisé dans le longue distance, l'Australien Aaron Farlow, qui à la sortie de l'eau commence à mener la vie dure à tout ce groupe derrière. Ouais, Aaron Farlow qui australien, c'est vrai que ces courses-là sont bien placées au cœur de la saison européenne. Donc les Australiens, les Américains, les Africains du Sud sont vraiment très très intéressés par ce genre de course. Donc Aaron Farlow qui avait déjà l'an dernier en fin de saison montré le bout de son nez, notamment je pense à la course à Weihai en Chine, et puis que l'on va voir régulièrement tout au long de l'année. Aaron Farlow qui a pris des distances avec le peloton, qui mène la vie dure à tout le monde, même si son prolongateur, en l'occurrence son repose-coude à gauche est sectionné, il fait les derniers kilomètres à vive allure. Il n'y a qu'un athlète pour l'instant capable ou susceptible de pouvoir suivre son train, c'est un de ses coéquipiers, le Sud-Africain James Kunama, qui s'était imposé ici même l'an passé. James reste sur quelques contre-performances, il compte sur l'Alpe d'Huez pour refaire en quelque sorte sa saison. Une victoire, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. En plus, comme la course est placée en milieu de saison, ça lui permettrait éventuellement de finir sur la saison vraiment bien motivé. Et puis quand on le voit, quand on fait des courses comme ça dans des conditions un peu dantesques, une victoire, ça fait toujours plaisir. Des conditions difficiles, particulièrement fraîches, le brouillard, la pluie, l'humidité, et un homme qui tout d'un coup surgit dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, c'est l'Espagnol Víctor del Corral Morales, qui reste sur des performances intéressantes cette année. Il est champion d'Europe Cross ITU, il a gagné le Xterra France, on a appris à le connaître ici même à l'Alpe d'Huez l'an passé, et il devient un adversaire redoutable. Ouais, un adversaire redoutable, Víctor del Corral qui vient du duathlon, donc c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans les premières parties des triathlons. C'est quelqu'un qui a du mal avec la partie natation et puis qui derrière en vélo souvent fait son retard et qui ensuite à pied, on le verra, a vraiment une très très grosse course à pied. Donc Víctor del Corral qui au fil du temps commence à montrer le bout de son nez. Et il prend la tête de cette compétition lors du parcours pédestre. Lui qui est sorti à plus de 6 minutes des meilleurs en natation, comme le soulignait Cyril. Il a fait une ascension de l'Alpe d'Huez dans un temps absolument remarquable. Et puis tout d'un coup, il est en train justement de prendre la mesure de ses adversaires. Lui, le Barcelonais, né en 1980. Il a remporté le duathlon l'an passé. Il se dirige vers une victoire ici à l'Alpe d'Huez, alors qu'il n'était même pas inscrit 24 heures avant. Non, pas vraiment inscrit, il était présent, il avait fait un gros stage justement pour préparer Embrun, donc il était inscrit plutôt sur le courte distance et le duathlon, et puis au dernier moment il s'est aperçu qu'il était vraiment en grande forme, il a demandé à changer et à passer sur le long. Alors bien sûr, on attendait beaucoup de lui, quelques jours plus tard, toujours dans les Alpes, un peu plus au sud, à Embrun, une épreuve que vous connaissez bien, vous l'avez remportée, et comme pour l'Alpe d'Huez, Víctor del Corral est sorti de la natation à quelques minutes derrière les meilleurs, et après il produit son effort. Il produit son effort, on le voit là dans la montée de l'Izoard, juste avant la casse déserte, produire son effort justement pour essayer de faire mal à son compatriote Marcel Zamora et puis surtout à Hervé Faure. Hervé Faure, Julien Loy qui pour l'instant arrive au sommet de l'Izoard quasiment ensemble. Víctor del Corral est à une poignée de secondes derrière et tout ce petit monde le sait pertinemment. Il a rejoint la troupe et il va y avoir un fait de course important, décisif à hauteur de Champsela. Marcel Zamora va prendre un carton rouge, disqualification pour avoir laissé en l'occurrence un coupe-vent sur le bord de la route. Ouais, c'est sûr, c'est dur de voir ces images-là, un athlète disqualifié pour avoir déposé
un coup de vent sur le bord de la route à quelqu'un qui pouvait le ramasser. Et puis ça va en profiter pour Hervé Faure et Victor Delcoral qui voient là un adversaire sérieux éliminé. Exactement. Hervé Faure qui avait commencé à montrer le bout de son nez à l'Alpe d'Huez quelques semaines auparavant. Hervé Faure qui restait sur 2 saisons un tout petit peu vierge en termes de résultats. Il a déjà remporté l'épreuve ici 2 fois. Même si Julien Loy pour l'instant est en tête de course, l'expérience d'Hervé lui permet de revenir progressivement et notamment de dépasser Delcoral. Ouais, là ça c'est surprenant, hein. On voit Victor Delcoral qui a l'habitude à pied, fait le forcing, fait la différence et là il est en train de flancher, donc forcément pour Hervé Faure, hein, on le voit là très concentré, il en profite et puis il revient là sur la tête de course sur Julien Loy qui est un peu en difficulté. Une petite tape dans le dos pour le féliciter et puis vraiment une très grande et une très belle victoire d'Hervé Faure. 3e fois en brun, c'est quand même pas rien. Et en un temps de 9h34, nouveau record de l'épreuve. Et ça tombe bien parce que des records, on va en vivre un paquet comme on dit. Direction l'Autriche cette fois-ci avec un rendez-vous intéressant, populaire, beaucoup de monde à chaque fois. L'Ironman de Klagenfurt. Ouais, Klagenfurt, regardez ce départ, vraiment un départ magnifique avec une foule impressionnante. Et en effet, les records qui tombent, donc record en brun, hein. Hervé Faure, il a l'habitude de battre les records en brun, mais là, on va vivre des moments exceptionnels en Autriche. Logiquement, c'est connu pour ça, c'est le parcours sur la distance Ironman le plus rapide. Et il y a un homme présent ici qui s'est déjà imposé à 5 reprises, le Belge Marino van Honecker, qui a réalisé une place de 3e en 2010 à Hawaï, promis à un bel avenir sur cette distance Ironman. Et donc fatalement, on s'attend à ce qu'il réalise le show, je dirais presque à domicile, Marino. Ouais, Marino qui est un athlète très très régulier dans les 3 disciplines, hein. Difficile de lui trouver vraiment un point fort, c'est un athlète vraiment régulier dans les 3 disciplines, natation, vélo, course à pied, donc vraiment il a tout pour réussir une grande course et tout pour essayer justement d'aller chercher ce record, surtout en Autriche où on a l'habitude de voir des très très bons nageurs, donc on l'a vu, hein, c'est sorti en 45 minutes de l'eau, donc c'est plutôt un très très bon temps, donc pour Marino, entre guillemets c'est des bons lièvres pour aller essayer de chercher ce record. Et pourtant, hein, la concurrence est élevée, dense, à l'image de Stéphane Bellis ici. Marino van Honecker est sorti de l'eau en 46 minutes et 49 secondes en tête des participants. Il s'élance sur le parcours cycliste long de 180 km avec effectivement là aussi une ambition affichée, essayer de titiller les 8 heures et si possible de titiller le record de Luc Van Lier de 7h50 minutes et 27 secondes établi en 1997. Ouais, donc Marino qui contrairement aux années précédentes, lui son objectif maintenant, il a 5 victoires, s'il en a une 6e c'est parfait, mais en effet je pense qu'il est avant tout là pour essayer de battre le record, donc sa stratégie de course c'est pas essayer de calculer par rapport à ses adversaires, c'est d'aller vite tout le temps et essayer d'aller le plus vite possible. Attention derrière, parmi les adversaires un tout petit peu consistant, Michael Weiss qui est en train de refaire son retard, sorti de l'eau loin derrière les uns et les autres. Van Honecker lui est en tête de la compétition, il gère son temps, il a connu quelques défaillances par le passé, on s'était demandé s'il avait bien pris, je dirais, l'habitude de s'alimenter correctement, de ne pas surtout rééditer les mêmes erreurs, et là il donne vraiment une impression de force, de sérénité. Ouais, une impression. Il est serein, on le voit, il est assez facile, donc là il arrive au demi-tour, on le voit, il s'étire, il essaye de se relâcher justement pour pouvoir donner ensuite le meilleur et là on le voit, hein, il est tout seul en tête. On avait l'habitude de le voir à Klagenfurt un peu attentif en vélo pour ensuite produire son effort sur la fin du parcours vélo et en course à pied. Là voilà, c'est une stratégie complètement différente, il va chercher le record, donc il attaque dès le départ du vélo. Van Honecker a pour surnom Bink, le costaud, le puissant. Il reste sur je dirais presque une défaite ou une performance amère. Il a pris la 2e place en début d'année lors du longue distance d'Abu Dhabi à 17 petites secondes derrière Frédéric Van Lier. 17 petites secondes qui lui sont restées coincées dans le gosier. Il a la haine, Marino. Ouais, là il a la haine et puis il est quand même bien informé, hein. On le voit, une transition très très rapide, hein, à l'image de ce qu'on peut voir sur des moyennes distances ou courtes distances, et puis un départ marathon canon. Très soutenu et c'est normal, il a l'habitude de s'afficher ici.
Il est seul en tête de la compétition. Il vient de réaliser un temps vélo de 4 h 15 minutes et 37 secondes sur 180 km. Pas mal, non? Ouais, très très bon temps. Hein, juste pour info, 4h30 c'est 42 moyenne, donc 4h15, hein, on doit approcher les 42 km/h. Mickey Weiss, lui, sait pertinemment en s'élançant qu'il va falloir se contenter de la deuxième position. Effectivement, on peut toujours imaginer une défaillance, mais là, Vanhoenacker, dans sa façon d'être, dans son attitude, dans son rythme, la répétition des événements, lui va bien et il va s'afficher pour aller remporter une 6e victoire et réaliser, tenez-vous bien, le temps de 7 h 45 minutes et 58 secondes. 7 h 45 et 58 secondes ici à Klagenfurt. Nouveau record du monde sur la distance Ironman. Ouais, nouveau record du monde et des images spectaculaires, hein, parce que Marino, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. On a l'habitude de le voir gagner, mais on va le dire plutôt content de gagner, mais c'est rare qu'il s'exhibe comme ça. Et là, voilà, c'est la joie qui éclate. Et puis, je pense, la journée, les efforts, la concentration. Donc, Marino qui éclate de joie devant ce record de 7 h 45, 58. 7 h 45 minutes et 58 secondes, nouveau record pour Marino Vanhoenacker. Mais une semaine plus tard, l'histoire va se réécrire. Nous sommes à Roth, en Allemagne cette fois-ci. Roth connu pour faciliter, entre guillemets, ou du moins permettre de jolies performances aussi. C'est simple, hein, il y a 2 courses dans le monde qui permettent de battre les records. C'est Klagenfurt et une semaine après Roth. Donc c'est 2 organisations qui se bagarrent pour justement essayer d'avoir les athlètes susceptibles de battre ces records. Ils font venir justement un maximum d'athlètes élites pour donner une densité à la course, pour justement aller chercher ce record. Et donc là, on est en Allemagne à Roth, également des conditions exceptionnelles justement pour aller chercher ce record. Roth. Et il y a un homme sur qui tous les regards se portent, c'est l'Allemand Andreas Rallart. Il a lui réalisé une fin de course exceptionnelle à Hawaï l'an passé. Souvenez-vous, c'était un bagarre mano à mano avec Chris McCormack. Et Andreas Rallart, que l'on voit à l'image ici, s'était contenté de la 2e place, peut-être par manque d'expérience, peut-être le roublard Maca avait profité de la jeunesse d'Andreas Rallart. Il a bien l'intention de réaliser cette fois-ci la plus grosse des perfs à Hawaï, quelques mois après cette course, ici à Roth. Mais pour l'instant, il se donne tous les moyens de donner ou de se préparer dans les meilleures conditions. Ouais, se préparer dans les meilleures conditions pour Hawaï, et la meilleure des préparations, c'est éventuellement de gagner Roth pour montrer à ses adversaires qu'il est là, et puis justement pour gagner un capital confiance justement en vue de cette fin de saison, puisque là on est mi-juillet, Hawaï c'est au mois d'octobre, donc derrière Roth, Rallart il va pouvoir se préparer justement pour essayer d'aller chercher cette victoire à Hawaï. Transition, la première, avec des Français qui se sont illustrés, Benjamin Sanson, Benjamin Pernet, Andreas Rallart qui sort dans le peloton de tête avec un temps de natation de 46 minutes et 18 secondes. On a parlé de Rallart, il faut parler d'elle, de cette femme exceptionnelle, Chrissie Wellington, qui revient elle aussi. Elle a connu une saison 2010 en demi-teinte, elle n'a pas pu participer à Hawaï, elle a gagné à 2 reprises Roth en 2010 et 2009. Elle serait bien, je dirais, inspirée de monter sur la plus haute marche cette année, et pourquoi pas elle aussi de venir titiller son propre record du monde. Chrissie Wellington, maintenant, à chaque fois qu'elle s'aligne sur une course, au-delà de la victoire, ce qu'on essaye de trouver chez elle, c'est est-ce qu'elle va battre un record dans l'une des 3 disciplines. Bon, en natation, c'est quand même beaucoup plus rare parce qu'il y a des filles qui nagent quand même plus vite qu'elle, mais en vélo ou en course à pied, c'est vrai que on s'attend toujours à ce qu'elle batte un des records. Et donc Chrissie Wellington qui s'aligne une nouvelle fois à Roth pour aller chercher ce record. Écoutez cette ambiance, écoutez cette atmosphère, ce soutien. Nous sommes dans le Solarberg. Ça ressemble, je dirais presque, à quelques tronçons du Tour de France. Ici, le public allemand se déplace en masse. Rallart en tête chez ces messieurs, Chrissie Wellington en tête chez ces dames. Elle est sortie devant tout le monde après la natation. Derrière Andreas Rallart, ils sont quelques-uns à tenter leur chance, et notamment Sébastien Kienle, mais ils ne sont pas sur la même planète, ils n'ont pas les mêmes possibilités. Ils n'ont pas les mêmes possibilités. En plus, on l'a dit, Marino qui a battu le record une semaine avant, donc ça a dû encore plus motiver Andreas Rallart pour essayer d'aller chercher ce record, et on le voit, il donne tout pour justement aller très très vite. Alors des gabarits qui se sont, je dirais presque spécialisés, ils sont légers, agressifs, ciselés comme le matériel qu'ils utilisent, et c'est sans arrêt, jamais de temps mort. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il faut aussi savoir gérer cette puissance permanente. Ouais, une puissance, on le voit, c'est des athlètes
qui sont puissants, parce que sur des parcours comme ça en vélo il faut être puissant, mais il faut être vigilant aussi, parce que derrière à pied il faut courir très très vite, donc il faut quand même être assez sec, assez pas trop lourd, parce que derrière pour courir le marathon en moins de 2,45 faut pas être trop, faut être léger. Allez, c'est parti, le vélo terminé pour Andreas Rallart, un temps de 4h11 minutes et 43 secondes, nouveau record, un vélo ici aussi, les records qui tombent. Ouais, c'est l'année des records, hein. On l'a vu déjà à Embrun, hein. Alors certes c'est pas du tout les mêmes parcours, mais pour l'instant on est bien parti sur l'année des records. Sébastien Kienle qui lui a réalisé un temps vélo de 4h12 minutes et 46 secondes, hein. Il essaye de limiter la casse et il est parti pour son marathon. Andreas Rallart, lui à l'occasion de ce 10e anniversaire de l'épreuve de Roth, va tenter de monter sur la plus haute marche. Chrissy à son tour qui en termine avec le parcours cycliste. Un parcours réalisé en 4h40 minutes et 39 secondes. 42 moyenne. 42 moyenne. Je dirais presque aucun adversaire susceptible de venir la mettre en danger. Et toujours ce sourire sur le visage de la championne britannique alors qu'elle attaque le parcours marathon. Elle a déjà gagné Roth à 2 reprises lors des 2 éditions précédentes. Elle se dirige vers un triplé. Andreas Rallart, solidement campé en tête de la compétition masculine. Je rappelle le record, 7h45 minutes et 58 secondes. C'est le record du monde, hein, établi par Marino Vandenecker une semaine auparavant à Klagenfurt. Un record du monde chez ces messieurs, vous le savez pertinemment, qui va être mis à mal, qui va être battu, qui va être largement battu. Rallart réussit le temps de 7h41 minutes et 33 secondes. 7h41 minutes et 33 secondes ici à Roth. Ouais, imaginez, en une semaine, on a presque gagné 10 minutes sur le record du monde, hein, puisqu'il était de plus de 7h50 et on arrive à 7h41-33. Marino avait fait une performance extraordinaire, mais alors ce qu'a fait Rallart à Roth, c'est impressionnant. Maintenant pour lui, il va falloir bien récupérer, parce que battre un record comme ça, on pompe de l'énergie, bien récupérer et puis repartir sur une préparation pour Hawaï. Et oui, effectivement, c'est Hawaï qui nous intéresse au premier chef. L'arrivée de Sébastien Kienle en deuxième position en 7h57 minutes et 06 secondes. Kienle qui est passé sous la barrière des 8 heures. Il fait partie de ces 15 athlètes qui sont passés sous les 8 heures chez les messieurs. Chez les dames, elles sont 23, je crois me souvenir, athlètes à être passées sous la barrière des 9 heures. Et la voici la championne, la voici la triple vainqueur de l'épreuve de Roth et la nouvelle détentrice du record du monde sur la distance. Elle bat son propre record d'1 minute. Elle fait un temps de 8h18 minutes et 13 secondes ici à Roth. Qu'est-ce qui va se passer à Hawaï? C'est dans une poignée de secondes, à tout de suite. Nous y voilà, Hawaï, le rendez-vous de l'année, le championnat du monde, distance Ironman. Le rendez-vous majeur de tous les triathlètes qui se sont qualifiés, certes, pour disputer l'épreuve, et des professionnels qui ont réussi à glaner ces quelques points indispensables justement pour faire partie de ce dernier rendez-vous de la saison, Cyril. Ouais, dernier gros rendez-vous de la saison, hein. Derrière, les athlètes prendront quelques jours, quelques semaines de repos pour reprendre la saison donc sur l'hémisphère sud, l'Australie, l'Afrique du Sud. Des athlètes qui en effet se sont qualifiés. Maintenant, on le connaît, hein, une qualification différente pour les athlètes élites que les amateurs, puisqu'il y a un ranking qui est mis en place sur chaque Ironman, sur chaque demi-Ironman. Les athlètes marquent des points et seulement les 50 premiers peuvent participer à Hawaï. Hawaï 2011 et un homme en tête de la natation, l'américain Andy Potts, j'irais presque une habitude, il progresse chaque année. Les favoris cette année, c'est bien sûr Andreas Rallart, on l'a vu, hein, c'était à Roth, établir le nouveau record du monde de la distance. Marino Vandenecker, c'était à Klagenfurt. Il y a aussi, attention, Craig Alexander, l'Australien, qui a déjà gagné l'épreuve à 2 reprises en 2008 et 2009, battu en 2010 par Chris McCormack. Il y a Pete Jacobs, son compatriote australien, Tim O'Donnell aussi, et parmi les différents athlètes susceptibles de pouvoir créer la surprise, Van Lierde, Bockel, Henning, Lieto, Janos, peut-être un Français aussi. Ouais, une toute nouvelle génération, hein, avec les Andreas Rallart et compagnie qu'on a l'habitude de voir, mais bon, c'est pas des athlètes qui ont l'expérience d'Hawaï comme par exemple peut l'avoir Chris McCormack. Chris McCormack qui, le tenant du titre, n'est pas là, hein, puisqu'il s'est donné pour objectif Londres 2012, donc il a été obligé d'interrompre sa carrière longue distance pour revenir sur le court distance, mais ça n'empêche qu'on a quand même un plateau exceptionnel.
Et oui, exceptionnel, avec un Andy Potts qui sort de l'eau en 49 minutes et 44 secondes, à plus de 2 minutes devant Jacobs, Reed, Marco Albert, Dirk Bockel, 2 minutes 10 sur Mackenzie, Alexander, Al-Sultan et Henning, Rallart, plus de 6 minutes sur Vernet et Viennot, nos représentants français. Alors on a parlé des hommes, mais il faut parler des femmes aussi. La championne, elle est là, elle est revenue. Chrissy Wellington, elle n'avait pas couru l'année dernière, elle est présentée comme la favorite. Elle a des adversaires qui répondent au nom de Miranda Carfrae, de Julie Dibens, de Caroline Steffen parmi les principales, et puis aussi Leanda Cave, Rachel Joyce, Catriona Morrison. Mais le problème de Chrissy Wellington, c'est qu'elle a chuté à vélo 15 jours avant l'épreuve. Ouais, on va dire qu'elle est, elle est entre guillemets un peu maudite avec Hawaï depuis 2 ans, puisque l'an dernier elle a été malade la veille de l'épreuve et qu'elle a dû renoncer. Et là elle est tombée en effet dans le cadre de sa préparation bêtement 1 semaine avant ou 2 semaines avant la course. Donc une chute qui l'a handicapée surtout sur la partie natation, puisqu'elle n'a pas pu nager jusqu'à la course depuis son accident. Effectivement, elle n'a pas pu s'entraîner dans les derniers jours, et si bien qu'elle est sortie de l'eau, Chrissy Wellington bien loin derrière des favorites. Julie Dibens est sortie en 52 minutes, Rachel Joyce, Leanda Cave 2 minutes après, Caroline Steffen déjà, elle a plus de 5 minutes de retard sur Julie Dibens, tandis que Andy Potts finit son retour et revient sur Kona avant d'attaquer le parcours cycliste dans la longueur, direction Avis. La voici, Chrissy Wellington, elle a 9 minutes de retard sur Dibens à la sortie de l'eau. Ouais, 9 minutes de retard, c'est monstrueux hein, quand on connaît la qualité des filles qui sont devant elle. Ça va être compliqué pour Chrissy Wellington d'aller chercher le podium, voire la première place. Et surtout Chrissy l'année dernière, en 2009 plutôt, elle avait réalisé un temps de 54 minutes et 30 secondes. Cette année, elle réalise un temps de 1 heure, 1 minute et une poignée de secondes. C'est-à-dire qu'elle est dans des conditions qui sont difficiles. Même si elle est très forte à vélo, parfaitement agressive à pied, on ne sait pas ce que ça va donner compte tenu tout simplement des, douleurs qui sont survenues suite à sa chute. Des douleurs en tout cas, et en l'occurrence du sang qui coule du côté gauche du visage de Andreas Rallart. Ça, c'est pendant la natation un coup de pied dans une paire de lunettes. Hein. Ouais, alors ça, c'est l'anxiété, la haine des triathlètes, c'est qu'au moment du départ, on a toujours peur de prendre un coup. Et voilà, donc Andreas Rallart qui a pris un coup, ce qui fait que ça lui a ouvert un peu l'œil avec sa lunette, et c'est toujours embêtant parce que derrière la course est longue et on va dire qu'un minimum de confort ça fait du bien, et là avec l'eau salée, le soleil qui va chauffer, qui va brûler, Andreas Rallart va être un petit peu handicapé. Regardez, tous les favoris chez les messieurs sont à la queue leu, les uns derrière les autres, tandis que chez les dames, Julie Dibens est les seules au monde, ou presque. C'est la difficulté de cette épreuve. Julie Dibens qui, elle aussi, a un petit souci physique, a une douleur à un pied, à un orteil qu'elle a fracturé lors d'une course, et donc elle doit impérativement performer à vélo pour avoir un maximum de temps avant d'attaquer le marathon, peut-être, et de courir, si possible, toute la distance. On ne sait pas dans quel état de physique elle se situe. Pour ce qui concerne la course masculine, on sait en tout cas que le dossard 25, Chris Lieto, a l'habitude, lui, de dynamiser l'épreuve. Ouais, c'est un des athlètes qui a le plus d'expérience parmi tous ces athlètes-là, surtout à Hawaï. Chris Lieto qui a l'habitude de sortir avec le groupe de tête, et puis qui derrière en général essaie de s'extirper en vélo pour prendre un peu d'avance. Donc Chris Lieto qui a décidé de prendre les choses en main. Alors, nouveauté chez ces messieurs, parmi les favoris qui mènent un rythme d'enfer en tête de la compétition, c'est que Craig Alexander, l'Australien, double vainqueur de l'épreuve, qui habituellement souffre en natation et à vélo, cette année, il se situe dans le peloton de tête. Craig Alexander qui a changé d'équipementier. Est-ce que c'est la réponse principalement à cet état de fait? On va le découvrir en images, il va arriver sous peu. Pour l'instant, on suit Chrissy Wellington, mais il n'empêche que l'Australien est dans des situations horaires qui lui permettent de mieux gérer la progression cycliste. Par rapport aux années précédentes, c'est vrai qu'il nous a fait une très très bonne natation, donc on va dire que c'est plutôt inquiétant pour ses adversaires. Hein. Craig Alexander, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir tout au long de l'année, qui se réserve vraiment spécialement pour Hawaï, donc on a l'impression que c'est un peu un athlète méconnu, mais il a la possibilité là sur cette épreuve de rentrer aussi dans la légende du triathlon, puisqu'il est déjà 2 victoires à son compteur à Hawaï. Eh oui, pour l'instant, on suit Miranda Carfrae, l'américaine, qui a remporté l'épreuve l'année dernière. C'est vrai que Chrissy Wellington était absente, mais il faut se battre. Maintenant, elle est présente et Julie Dibens anime la tête de la compétition avec un rythme hyper soutenu. On a l'habitude de la voir s'afficher sur ses parcours cyclistes avec une ambition démesurée. Ambition également du côté de ce cycliste aux couleurs jaune et blanche, Marino Vandenecker, dépossédé du titre mondial 1 semaine après l'avoir établi à Klagenfurt.
absolument incroyable. Craig Alexander, le voici. Le voilà, je vous le disais, en tête de la compétition, position de recherche de vitesse. À la différence des années précédentes, il porte un casque profilé sur l'épreuve. Ouais, il a tout étudié pour justement encore améliorer ses performances à Hawaï. Donc on le voit, des athlètes qui ont des vélos vraiment de contre-la-montre, des casques profilés. Donc beaucoup de ces athlètes qui font maintenant des recherches en soufflerie. La relance de Marino Vanhoenacker, le Belge. Faris Al-Sultan est là également. Mackenzie, l'Australien. Demi-tour. Le Belge en tête pour l'instant. Il y a Lieto, il y a Mackenzie, il y a Alexander, il y a Al-Sultan, il y a Rallart. Nos Français, nos représentants sont bien loin derrière. Viennot est à 13 minutes et 50 secondes. Vernet à plus de 15 minutes. Patrick qui abandonnera ici. Et la relance de Craig Alexander. C'est vraiment lui qui cette année, j'irais presque, a fait le show parmi les concurrents sur ce parcours cycliste. Ouais, il s'est présenté là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire sur la partie natation et sur la partie vélo. On a l'habitude de le voir revenir de très très loin en course à pied. Et là, il nous fait le show sur la partie vélo. Donc Chris Lieto devant, il n'a pas de question à se poser. S'il veut une petite chance de victoire sur Craig Alexander, il va falloir qu'il donne tout en vélo. On est dans la partie, je dirais, de retour vers, en l'occurrence, Kona. Pas pour ce qui concerne les femmes. Pour l'instant, on les suit. Elles n'ont pas fait encore le demi-tour à hauteur d'avis. Le vent souffle là. Et Miranda Carfrae est obligée de laisser passer. Le retour de Chrissy Wellington. Position de recherche de vitesse. Elle aussi. Elle avait 9 minutes de retard sur Julie Dibens à la sortie de l'eau. Il faut qu'elle limite la casse. Et c'est très difficile parce que Dibens, elle, est en train de réaliser un exploit à vélo. Dossard numéro 1, en l'absence de Maka, Craig Alexander, l'Australien. Et regardez, on le disait tout à l'heure, on a l'impression qu'il a vraiment trouvé, je dirais pas une nouvelle jeunesse, mais en tout cas qu'il a des moyens dont il ne soupçonnait pas l'existence. Alors est-ce que c'est le fait que Maka soit pas là qu'il ait changé de stratégie, mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de le voir comme ça en position presque de leader en vélo, parce que il y a Chris Lieto devant, mais Craig Alexander qui mène le groupe, c'est quand même assez rare. Demi-tour, Julie Dibens est passée en tête de cette dame. Caroline Steffen, elle a enroulé le point après 7 minutes et 30 secondes. 7 minutes 30 déjà de retard après 10 km, après 90 km sur Dibens. Leanda Cave, Rachel Joyce ont plus de 9 minutes 30 de retard sur Julie Dibens. Et Chrissy Wellington, elle, compte 15 minutes de retard. Pour quelqu'un qui avait 9 minutes de retard après la natation, ça ne fait que s'accentuer. Ouais, ça ne fait que s'accentuer, c'est impressionnant. Et Chrissy Wellington qui va devoir plonger dans ses ressources mentales vraiment très très loin pour essayer de revenir et de combler cet écart. 15 minutes, c'est... ça paraît déjà au demi-tour insurmontable. Alors c'est vrai qu'elle sait que Julie Dibens est blessée, que sans doute elle ne parviendra pas à courir dans les meilleures conditions. Donc c'est peut-être pas l'athlète britannique qu'elle craint le plus, ce sont sans doute ses rivales, en l'occurrence Caroline Steffen, Leanda Cave, Rachel Joyce. Donc elle a calqué sa course et la progression de son vélo sur ses autres concurrentes. Pour ce qui concerne Alexander, pas de question à se poser. Il n'est pas question de laisser partir qui que ce soit. Voilà, il a décidé vraiment de tout contrôler, on le voit, il essaye même entre guillemets de faire mal à ses adversaires en leur montrant je suis là, je suis bien, je suis fort, je suis même très très fort en vélo, et sachez qu'en course à pied je serai aussi fort que les années précédentes. Donc mentalement c'est dur pour ses adversaires. Elle est forte, très très forte à vélo, Karen Thurig, l'Allemande, qui dépasse Chrissy Wellington, avec pour l'instant un petit coup de moins bien pour l'athlète britannique, avec les mains sur le haut du guidon. Dans le même temps, Julie Dibens poursuit son récital en tête de la compétition féminine. C'est Leanda Cave, qui est en tête, elle, 3e position derrière Steffen. Elle fait route en compagnie de Rachel Joyce, justement. Alors quand je dis elle fait route, pas question de s'entraider, mais elle, coordonne leurs efforts, les informations données par l'ardoisier à Craig Alexander. Il ne faut pas oublier qu'il a tout simplement en poche le titre de champion du monde sur la distance Half Ironman, enregistré quelques semaines auparavant. Donc il est en confiance. Ouais, il est en confiance, la distance Half Ironman qui est vraiment sa distance à Craig Alexander. Et malgré tout, il a déjà 2 victoires à Hawaï. Donc il est parti là pour essayer de faire un doublé.
progression suivi, je dirais presque, mètre après mètre par les arbitres. Il n'est pas question, surtout pas à Hawaï, de se faire disqualifier, de prendre un carton sur ce parcours. Il faut faire preuve de solidité psychologique. C'est monotone, c'est un aller-retour. Et il faut lutter face au vent, contre le vent. Et surtout, s'imaginer qu'après, c'est pas tout à fait fini, Cyril. Non, c'est pas tout à fait fini avec un marathon qui est un des plus durs au monde sur la distance Ironman. Là, on s'en rend pas bien compte comme ça de voir ces images, mais regardez ce ciel bleu, et ce ciel bleu, ça veut dire que voilà, le soleil est là et ça brûle, et ces champs de lave autour n'arrangent rien justement, puisque ça fait vraiment mal, et que cette première partie marathon qui va être au bord de mer va être plutôt sympathique, surtout qu'il va y avoir du public. Par contre, après, quand on va se diriger vers Energy Lab, là, ça va être très très dur. On a vu Chris Lieto arriver dans l'aire de transition après 5h12 minutes et 30 secondes et un vélo réalisé en 4h18 et 32 secondes. Mackenzie arrive à son tour après 5 minutes de retard. Van Honecker et Craig Alexander arrivent ensemble. 4h24 minutes et 5 secondes pour Craig Alexander sur le vélo. C'est 13 minutes de moins que l'an passé. 13 minutes de moins sur 180 km, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. 13 minutes sur 180 km de vélo. C'est vraiment très impressionnant, et il est déjà à la 4e position. Il est à la 4e position et il n'a pas l'habitude de démarrer ses marathons avec difficulté. La preuve, on est à peine parti, on a à peine quitté l'aire de transition qu'il a déjà dévoré Mackenzie. Petite foulée, je dirais presque agressive, mais en tout cas efficace de la part de l'Australien. Julie Dibens, à son tour, arrive dans l'aire de transition. Avance confortable pour l'athlète britannique. Elle va compter, au moment d'attaquer le marathon, 11 minutes d'avance. 11 minutes d'avance sur Caroline Steffen, que voici. Leanda Cave, Rachel Joyce, elles ont 16 minutes de retard, et Chrissy Wellington a 22 minutes de retard sur Dibens. Miranda Carfrae, qui a gagné l'an passé, a 25 minutes de retard sur Julie Dibens. 3 minutes entre Wellington et Carfrae, ça nous promet un marathon endiablé pour ce qui concerne les messieurs. Après 9 km, Craig Alexander, l'Australien, qui encourage Lieto. Craig Alexander prend la tête de la compétition. Il prend la tête, et je crois qu'il n'a jamais pris la tête si tôt de la compétition. Avant de rejoindre la Highway pour aller sur Energy Lab, il prend déjà la tête de course. Côté féminin, c'est plus compliqué pour Julie Dibens qui est en tête. Elle avait 11 minutes d'avance sur Caroline Steffen, mais comme on l'a dit plus tôt, elle est blessée à un pied, et c'est vraiment difficile pour elle. Attention à cet homme, l'Allemand Andreas Rallard. Lui aussi, il a l'habitude de courir en moins de 2,50, 2,48. Et là, il attaque. Il a 2 minutes de retard sur la transition, un peu plus de 2 minutes de retard sur Alexander. Pete Jacobs, lui, est encore un tout petit peu en retrait à 2 minutes 30 de Rallard. Ce sont des marathoniens, des hommes très agressifs qu'il va falloir suivre de très près, Cyril. Ouais, il va falloir suivre ça de très très près. Alors l'an passé, on avait eu un mano à mano avec Chris McCormack et Andreas Rallard au coude à coude. Là, ça va être un duel à distance, mais une petite distance, 2 minutes seulement les séparent. Donc on va peut-être avoir le droit à un duel comme ça entre les deux hommes. Aïe, panne sèche. Coup de moins bien, coup de chaud. Pit stop pour Chris Lieto. Là, c'est du sucre à gogo. Il faut absolument retrouver un petit peu d'énergie. Mais il n'a pas le profil de l'athlète qui va pouvoir venir réintégrer le groupe de tête. Où ça va être compliqué. On a vu Chrissy Wellington arriver. Voici Miranda Carfrae, vainqueur l'an passé. Elle a 3 minutes de retard, je vous l'ai dit, 3 minutes de retard sur Chrissy Wellington. Parcours cycliste de Julie Dibens en 4h44-14, nouveau record de l'épreuve. Ça va très vite. Chrissy Wellington, au moment d'attaquer le marathon, 22 minutes de retard, je vous rappelle sur Julie Dibens, qui elle aussi, à l'image de Chris Lieto, a énormément de difficultés. Elle va finir par jeter l'éponge. Wellington a aussi 11 minutes de retard sur Caroline Steffen. Ouais, 11 minutes de retard sur Caroline Steffen, c'est beaucoup, mais c'est on va dire, acceptable par rapport aux 22 minutes qu'elle avait de retard sur la tête de course sur Julie Dibens qui a abandonné. Donc 11 minutes de retard sur Caroline Steffen. Donc voilà, un écart qui peut permettre à Christy Wellington de se dire voilà, je suis capable d'aller les chercher. Vous parliez tout à l'heure d'Energy Lab, nous y sommes, et surtout ils y sont, Cyril. Ça se passe comment là ?
Là, c'est l'entrée d'Energy Lab, donc on est en faux plat descendant, on retourne vers le bord de mer. Là, il fait très très chaud, il y a quasiment pas de public, hein. C'est même quasiment interdit au public, on n'a pas le droit d'y entrer comme ça, c'est une réserve qui est préservée. Et c'est vrai qu'on se rapproche de l'arrivée quand on est Energy Lab, mais voilà, c'est là qu'en général commencent les grosses difficultés, et c'est là que se joue la course en général. Craig Alexander en tête de la course masculine. Difficile à gérer cette épreuve lorsqu'on est seul en tête. Il faut justement se méfier des retours. Et regardez le retour de Wellington. Elle avait 11 minutes de retard sur Stephen au départ du marathon. Et ici, à hauteur du kilomètre, à hauteur d'Energy Lab, elle est revenue sur Stephen. Elle a pris le meilleur. Et dans le même temps, attention, ça coince devant. Voilà, sortie d'Energy Lab, là ça commence à coincer pour Craig Alexander. Ça c'est pas bon, hein, parce que derrière ils sont pas si loin que ça, hein, Andreas Rallart et compagnie. Hein. Et Pete Jacobs surtout, qui a dépassé Rallart lui, et qui est désormais à 5 minutes de Craig Alexander. Andreas Rallart est désormais à la 3e position, à 1 minute derrière l'Australien, derrière en l'occurrence le 2e Australien. Fin de parcours et arrivée pour la 3e victoire. 3e victoire, Craig Alexander donc s'impose ici à Hawaï. Ouais, Craig Alexander qui rentre véritablement dans la légende, qui rejoint Peter Reid au nombre de victoires. Il a plus que devant lui les stars du triathlon mondial, c'est-à-dire Dave Scott et Mark Allen. Et il a surtout là, à cette occasion, battu le record du monde de l'épreuve. Pour 12 petites secondes, il fait chuter Luc Van Lierde qui avait établi le record en 1996. Alexander réalise un temps de 8h, 3 minutes et 56 secondes. 12 secondes de moins que Luc Van Lierde. Décidément, mauvaise année pour Luc Van Lierde qui a perdu son record à Klagenfurt, puis ensuite à Roth et ici à Hawaï. Ouais, c'est le record à Hawaï, hein. C'est pas le record mondial, puisque le record mondial, on l'a dit, 7h41-33 par Andreas Rallart et 8h03-56 pour Craig Alexander. à Hawaï. Exactement, 2e place pour Jacobs, 3e place pour Andreas Rallart. C'est le podium de cette édition 2011. À Hawaï, Van Honecker a jeté l'éponge, Frédéric Van Lierde a jeté l'éponge. Ils sont un certain nombre à avoir jeté l'éponge, justement, et c'est souvent le cas ici parce que c'est difficile. Fin de parcours tonitruant pour Miranda Carfrae qui avait 3 minutes de retard sur Wellington au moment d'attaquer le marathon et qui là est à une portée de fusil ou presque, mais elle ne pourra pas contrarier l'avenir de la Britannique qui s'impose, elle, pour la 4e fois. Quatrième victoire pour Chrissy Wellington qui a montré des ressources mentales exceptionnelles, hein, parce que quand on sort à plus de 9 minutes de l'eau de la tête de course, quand à la fin du vélo on sait que la première est à 22 minutes, il faut quand même avoir les sacrées ressources pour aller chercher cette victoire. Et des ressources, on va finir avec ça justement, celle qu'a exprimé Jérémy Jurkiewicz, Pays de Galles, première édition de cet Ironman ici à Tenby, et une arrivée folle. Jurkiewicz, il avait 10 minutes de retard sur Aaron Farlow au moment d'attaquer le marathon, et là, à 800 mètres de l'arrivée, il va bouffer l'Australien. Il va bouffer l'Australien, et ce qui est surprenant, c'est qu'Aaron Farlow, il peut rien faire. On est à plus de 8h30 de course, hein, sur un Ironman, et les athlètes qui vont finir au sprint, c'est impressionnant, c'est incroyable, et c'est vraiment magnifique pour une première épreuve comme cet Ironman Pays de Galles qui était magnifique. Et magnifique pour cette victoire. Je dirais pour Jérémy Jurkiewicz, première victoire sur ces distances, sur Ironman tout simplement, avec un marathon couvert en 2h48 minutes. Une arrivée absolument monumentale, absolument inouïe. Je dirais presque qu'il se termine au sprint, à l'énergie, il faut tout débrancher. Là, le cerveau, il a été mis dans la poche. Et surtout, ça se termine par un faux plat, Cyril, c'est quand même sacrément vache. Ouais, c'est sacrément dur, mais c'est ce qui peut-être a permis aux Français d'aller chercher l'Australien et de pouvoir signer une très très belle victoire sur le circuit Ironman. Jérémy Jurkiewicz, retenez bien ce nom. Il n'est pas sans doute interdit de le voir s'afficher au plus haut niveau sur distance Ironman ou sur tout simplement le circuit Ironman. On lui souhaite un bel avenir à ce jeune athlète qui a ici au Pays de Galles, à Tenby, réalisé encore une fois un spectacle inouï, un spectacle que nous garantissent ces épreuves longue distance toute l'année, Cyril. On avait connu une arrivée fabuleuse en Autriche sur la distance Alpha Ironman en 2010. Je pense qu'en 2011, ça sera cette année l'image d'une arrivée exceptionnelle. Bravo à tous, bravo à ces athlètes. À très vite pour une nouvelle année longue distance sur Sport+.